Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Ce bulletin d'information aujourd'hui, nous l'ouvrons par le Cameroun, où Paul Biya a été élu président du Cameroun pour la 7e fois. Sa réélection a donc été confirmée ce 22 octobre 2018 par la Cour constitutionnelle. Avec son accession à la magistrature suprême, Paul Biya doit justement régler certains problèmes en attente dans son pays. C'est un reportage signé Linda Sibafo. Le Cameroun est lancé dans un vaste programme de modernisation, routes, autoroutes, aéroports, etc. Électrices, électeurs, mes chers compatriotes, je propose qu'ensemble, dans la paix et dans l'unité, nous poursuivions le combat que nous menons depuis des années pour un Cameroun moderne et démocratique. Ainsi s'exprimait en marge de la campagne électorale Paul Biya, président réélu de la République du Cameroun à ce jour. Des mots aux allures futuristes et aux idées constructrices au regard des grands chantiers qui attendent dès à présent le chef de l'État. Et si l'actualité oblige, l'enjeu de la partie commencerait par la résolution de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Plus qu'un slogan politique, l'homme fort du Cameroun affirmait dans son propos que le pays est un havre de paix et de prospérité qui suscite de nombreuses convoitises et jalousies, se traduisant parfois par des poussées déstabilisatrices. Nul doute à voir a posteriori, surtout pas après quelques heures à peine de la proclamation de la victoire de Paul Biya par la Cour constitutionnelle. Sur l'honneur, il s'est engagé à maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Ma candidature est celle de l'affirmation de l'unité nationale dans la diversité, ajoutait-il, comme pour renforcer la crédibilité de ses promesses. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a également la question de l'émergence. Et si le Cameroun veut aller loin en 2035, il doit commencer à ménager sa monture économique et sociale maintenant. L'émergence également passe par l'innovation. Non sans être exhaustif, les défis du chef de l'État se résument également à la lutte contre l'exclusion, à la promotion des arts, de la culture et du sport, ainsi que de la défense de la patrie. 7 septennats déjà effectués, 7 ans de challenge à venir, un septennat des grandes opportunités, un septennat des grandes réalisations pour un homme qui vraisemblablement a la force de l'expérience. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Nous mettons le cap au Mali où le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a donc envoyé une mission au Mali, une mission de la CEDEAO pour s'imprégner de la situation sociopolitique avant les prochaines élections législatives. La délégation de la CEDEAO avait à sa tête le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama. Il était secondé par le président de la commission de la communauté, Jean-Claude Cassibrou. La délégation qui est arrivée au Mali, il y a eu des discussions avec les différents partis et leur a transmis un message du président Buhari. À part ces rencontres, les émissaires de Buhari ont eu une entrevue avec le principal leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a perdu la dernière élection présidentielle face au président sortant Ibeka. Concernant le message de Buhari transmis aux différentes parties au Mali, le chef de la diplomatie a déclaré que Buhari, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a appelé les autorités maliennes à garantir l'inclusion dans l'édification de la nation et la politique pour les préparatifs aux élections législatives. Il a ajouté que tout doit être axé sur le pays, la population, le développement et la bonne gouvernance, car nous commençons à avoir des problèmes quand cela commence à concerner des individus. Les élections donc législatives avaient été initialement prévues pour se tenir le 28 octobre 2018, mais ils ont été reportés au 25 novembre puis au 16 décembre 2018 dans les 6 circonscriptions où aucun candidat n'arrivait pas à être élu.
En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale a donc ouvert ses portes officiellement ce 22 octobre 2018 à Bangui, dans la capitale justement de la République centrafricaine. C'était lors d'une session inaugurale qui s'est donc tenue ce même jour dans cette capitale de Bangui. Et donc cette Cour pénale spéciale qui s'installe dans le pays d'Archange Touadéra vient donc avec des objectifs précis. C'est un reportage signé Victoire Dimala. En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale a définitivement été installée à Bangui. C'était au cours d'une cérémonie inaugurale ce lundi que ceux qui constitueront désormais le corps juridique de la dite Cour ont officiellement été présentés. Ce sera dans la solennité que 25 juges seront présentés aux médias nationaux et aux médias internationaux. Parmi les 25, 13 nationaux et 12 internationaux sont la composante de la Cour pénale spéciale, désignée comme une cour hybride. La mise en place des équipes aura quand même pris du temps, même si la tâche s'annonce ardeuse. Après l'installation de cette équipe, les plaignants pourront enfin déposer leurs requêtes qui seront suivies des enquêtes. Bien évidemment, ce sont les victimes les plus heureuses de cette ouverture. Elles ne cachent pas d'ailleurs leur impatience quant à la prise en charge de leur dossier. Il faudra alors que la Cour mène à bien ses investigations, car elle n'a qu'une périodicité de 5 ans pour statuer sur la plupart des affaires et surtout de remplir sa mission. Une lueur d'espoir renaît dans ce pays où les crises ont mis à mal les institutions juridiques, empêchant parfois la justice de faire son travail. La Cour pénale spéciale centrafricaine vient ainsi soutenir la justice locale, parfois à bout de souffle. En Éthiopie, le gouvernement a donc annoncé avoir signé ce 22 octobre 2018 un accord de paix avec un groupe de rebelles séparatistes. Il s'agit ici-là du Front de libération d'Ogaden. C'était donc ce groupe de rebelles est situé dans le sud-est du pays. C'est un reportage signé par Khalid Mama. C'est à Asmara, capitale érythréenne, que cet accord de paix a été signé entre le gouvernement éthiopien et un groupe de rebelles séparatistes. Ce contrat a pour objectif de permettre aux rebelles de mener une lutte pacifique en Éthiopie, comme l'a indiqué le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Était présent lors de cette signature le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Wagne Gebeyehu, le vice-président de la région de Somalie, Mustafa Omer, et des représentants du Front national de libération de l'Ogaden. Un mouvement fondé en 1984 qui réclame plus d'autonomie pour cette région de l'Éthiopie, principalement peuplée par des membres de l'ethnie somali. Par ailleurs, précisons qu'avant cette signature, le Premier ministre Abiy Ahmed avait fait retirer en août dernier 3 groupes d'armées considérés comme terroristes par le pays. Parmi ces groupes, l'ONLF. Rappelons que le Front national de libération de l'Ogaden avait attaqué le 24 avril 2007 un site pétrolier à l'est de l'Éthiopie. Une attaque faisant un bilan de 74 morts. En Côte d'Ivoire, au lendemain donc des élections municipales couplées des élections régionales qui se sont tenues le 13 octobre dernier et dont le pays, Maître Zouri a donc demandé une réélection justement, de nouvelles élections dans le pays. Ceci parce que justement ces scrutins ont été émaillés de violence dans la localité de Lakota. C'est un reportage signé par nos correspondants Isaac Tao et Charles Dassi. Comment peut-on nous faire croire et admettre que dans le département de Guitry, alors que nous avons dans chaque village de Guitry minimum 25 représentants du flambeau du Lodjibois, puisque nous sommes le flambeau du Lodjibois, nous avons dans chaque village 25 représentants. Peut-on nous faire croire valablement que nous avons 0 voix dans chaque bureau de vote? Cela est inadmissible. Le candidat tête de liste flambeau du Lodjibois au conseil régional, Maître Zouri Bertin, n'est pas passé par 4 chemins pour accuser le système de fraude instauré dans les élections locales tenues le 13 octobre dernier. Il estime être victime d'une machination qui ne dit pas son nom. Des comptages de voix ont eu lieu en l'absence des représentants des candidats que nous sommes.
et des résultats semblent avoir été donnés. Ces résultats, nous les contestons devant la commission électorale indépendante et plus loin devant la chambre administrative de la Cour suprême qui fait office de Conseil d'État. Ces élections ont laissé un goût amer dans notre région où les populations aujourd'hui se demandent si leurs décisions prises à travers l'émission des votes ont été bien respectées et seront appliquées sur le terrain pour voir venir le développement. Sachant que ces élections sont spécialement dédiées au développement, ce qui justifie donc notre participation à ces élections puisque nous nous définissons comme un agent de développement. Aussi, au lendemain de ce scrutin du 13 octobre, qui a du reste été émaillé de violence, ayant entraîné mort d'homme dans la localité de Lakota, M. Zouri Bertin, candidat indépendant, a au cours de cette déclaration évoqué plusieurs situations de nature à entacher la crédibilité de ces élections locales. M. Zouri, notaire de son État, prend donc l'opinion à témoin quant au risque de troubles qui pourraient survenir. Dans le Lodjibois, il y a danger contre la démocratie. Il y a péril sur la cohésion sociale, pour la grandeur de la nation, pour l'image du chef de l'État, du président de la République, celui d'aujourd'hui et celui de demain. Il faut réagir. Les populations sont meurtries. Elles vivent cette situation avec frustration. Se disant faire confiance au président de la République et à la justice, il compte bien aller jusqu'au bout. Pour cela, il a déposé une requête aux fins d'annulation des opérations de vote pour l'élection des conseillers régionaux du Lodjibois. Affaire donc à suivre. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation du projet pour l'Alliance concernant l'inclusion pour les personnes handicapées a donc été faite à Abidjan par la Fédération ivoirienne des associations pour aveugles et sourds. C'est donc il y a quelques jours seulement dans le pays. Le but de cette rencontre donc était de parler de l'insertion de la personne à mobilité réduite dans le train du développement en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé une fois de plus par nos correspondants Isaac Tao et Charles Dassy. Introduit auprès de l'Union africaine par l'Alliance africaine des personnes handicapées et adopté par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du continent depuis les dernières assises de l'UIA en janvier 2018 à Addis Abeba, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes handicapées en Afrique dénommé Alliance pour les droits, l'Afrique pour l'inclusion des personnes handicapées est un ensemble de lois spécifiques pour répondre à la politique d'inclusion de la thématique handicap de l'UIA. Nous voulons porter à la connaissance de toutes les autorités de notre pays et aussi à la société ivoirienne qu'il existe un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, censé accompagner les personnes en situation de handicap et faciliter leur inclusion dans le train de développement. Cette loi n'a malheureusement pas été ratifiée par tous les États signataires. C'est donc pour attirer l'attention des dirigeants africains et spécialement les autorités ivoiriennes sur la situation des handicapés de tout genre, souvent marginalisés par la société dans laquelle ils vivent, que la Fédération ivoirienne des associations des sourds aveugles, FIASA, conduite par son président, le pasteur Sansanda, a présenté face à la presse nationale et internationale le projet Aradi afin de faire connaître de tous ce protocole et surtout demander au chef de l'État ivoirien et à ses pairs africains de ratifier les 10 protocoles en vue de sa mise en vigueur en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier pour le bonheur des personnes handicapées. C'est un appel que nous lançons aussi, non seulement, c'est vrai, au gouvernement africain, mais particulièrement au gouvernement de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour que ce protocole soit ratifié. Nous ne pouvons pas rester un peu, je dirais, laisser un peu en sourdine sans faire connaître, n'est-ce pas, l'existence de ce protocole. Nous avons mené plusieurs activités, nous, en Côte d'Ivoire, de même que comme les autres fédérations. Nous nous battons, par exemple, pour l'insertion, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'insertion sociale,
que ce soit dans les actions humanitaires, des personnes qui perdent la vue et comment on appelle, l'oreille en même temps, l'ouïe. Donc nous allons vers eux, non seulement pour les sensibiliser les parents, et leur faire comprendre que cette personne n'est pas du tout foutue. Voilà. Et nous le faisons en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Véritable espoir pour les personnes handicapées, la ratification de ce protocole serait une avancée notable pour l'inclusion de cette frange de la population sur le chemin de l'émergence tant prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. En Guinée équatoriale, 34 membres de l'opposition ont donc été libérés ce 22 octobre 2018. Cette libération fait suite à justement la grâce présidentielle du chef de l'État, Obiangema Bazogo. C'était justement le 10 octobre dernier lors de la fête de l'indépendance de leur pays. C'est un reportage signé Victoire Dimala. 34 opposants en Guinée équatoriale bénéficient de la grâce présidentielle du président Teodoro Obiangema Bazogo. Ce qui faisait l'objet de plusieurs spéculations depuis des mois est devenu un débat de réalité. Les opposants étaient détenus dans la prison d'Evinayong. Certains étaient condamnés depuis le mois de février et d'autres depuis près de 30 ans. Les raisons de leur détention sont multiples. Entre sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves, des accusations à leur encontre, à l'origine des échanges et confrontations, parfois avec violence, contre les forces de l'ordre, notamment pendant la campagne des législatives de novembre 2017. Parmi les amnistiés figurent un député et un conseiller municipal. Il est important de noter également que la grâce des prisonniers avait été annoncée 2 jours avant la célébration du 50e de l'indépendance en Guinée équatoriale. Le 13 octobre dernier, le chef de l'État a voulu marquer ce moment historique par un acte mémorable que celui de la libération de certains prisonniers. Une initiative qui rentre également dans la promotion des libertés individuelles et collectives prônée par le chef de l'État depuis plusieurs mois. En Guinée-Bissau, des milliers de personnes ont manifesté ce 21 octobre 2018 contre le manque de transparence dans le recensement électoral, ceci à l'approche des législatives du 18 novembre prochain. Le recensement électoral en Guinée-Bissau a commencé le 20 septembre dernier et devait durer jusqu'au 20 octobre 2018. Il n'était pas possible dimanche dernier de vérifier des informations non encore confirmées officiellement, faisant état d'une prolongation. Les manifestants à pied, sur des camions ou d'autres véhiculés, portaient pendant leur manifestation des pancartes et des affiches sur lesquelles on pouvait lire notamment « Stop recensement frauduleux ». Selon Alain Sanka, directeur général du bureau technique d'appui au processus électoral, rattaché au ministère de l'administration territoriale, les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulaient aussi normalement que possible, avec 220 000 électeurs inscrits à ce jour, soit 25% du nombre global estimé d'électeurs. Selon donc le ministre de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Toujours dans le cadre des manifestations, mais cette fois-ci en Guinée-Conakry, l'opposition avait décidé justement de faire une marche pacifique ce 23 octobre 2018. Une marche donc qui a été interdite par les autorités en place, mais l'opposition a quand même décidé de la faire, cette marche-là. Et donc, quelles peuvent être les raisons qui pousseraient l'opposition à faire le bras de fer avec le régime en place? Élément de réponse avec vous, Junior Wafo. Le non-respect d'un accord conclu entre les deux parties est à l'origine de ce énième mouvement de contestation de l'opposition guinéenne. Initialement interdite par les autorités de la commune de Matoto, quartier de Conakry qui était le point de départ de la marche, cette dernière aura bien lieu. Selon le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, son pays est désormais sans la loi où l'État n'existe plus. C'est donc pour cette raison qu'il n'a pas besoin, selon lui, de respecter les ordres de la mairie. Il y a quelques jours, des affrontements avaient été enregistrés entre les forces de l'ordre et des élèves dans les quartiers de Kipé, Kaloma et Kaloum. Ces derniers réclamaient le retour dans les classes de leurs enseignants, en grève depuis le 3 octobre dernier. Les manifestations qui perturbent le quotidien des habitants des quartiers de Conakry auraient déjà fait un mort et plusieurs blessés.
Nous mettons le cas par République démocratique du Congo, où le commandant des forces de la MONUSCO a donc rassuré que ses troupes seront déployées dans les zones reculées de Béni et dans le nord Kivu. Ceci donc pour arrêter les groupes armés. Il a donc dit que ces zones-là étaient des périodes, des parties du pays où justement ces supposés rebelles ont causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Les détails dans ce reportage signé par notre correspondant Justin Kabouba depuis la RDC. Les commandants des forces de la MONUSCO en République démocratique du Congo appellent la population congolaise à collaborer avec les forces de sécurité congolaises ainsi que la MONUSCO dans le but de combattre les forces négatives qui écument Béniville et territoire. Rodriguez Elias annonce déjà que des casques bleus de la mission onusienne sont déjà en déploiement dans et autour de Béni pour mettre en déroute les porteurs d'armes qui insécurisent les habitants dans cette partie est de la République démocratique du Congo. We are working very hard with FARDC and with PNC to protect the civilian population that area. On travaille très dur avec les FARDC et les PNC pour la protection de ces zones. We have deployed our troops to the most important villages in the region. On a déployé nos troupes dans les plus importants villages de la région. We have deployed our troops in very remote areas. On a déployé aussi notre troupes dans les zones exclues, les zones même pas enclavées. And we have deployed joint operations to go after these groups within the jungle. Et on a déployé des opérations conjointes pour aller dans les jungles et pour investiguer. I have no doubt that we, together with FARDC and PNC, have been able to protect large portions of the population. Je n'ai aucun doute qu'avec en collaboration avec les FARDC et la PNC, on va protéger ces zones. À cette occasion, le numéro 1 des forces de la MONUSCO en RDC a décoré des médailles de mérite personnellement 45 casques bleus en provenance des 20 pays membres de l'ONU. Parmi ces pays, les Ghana, les Cameroun, la Roumanie, le Maroc, le Pakistan ou les États-Unis. Le lieutenant général Elias précise que ces médailles est une reconnaissance des bons et loyaux services rendus par plus de ces 45 casques bleus provenant de différents pays contributeurs de troupes à la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. À Madagascar, l'insalubrité latente dans la capitale Antananarivo inquiète davantage le mouvement citoyen des patriotes et écologistes. C'est donc un mouvement qui lutte pour une ville propre. Pour ce faire, les membres de ce mouvement ont organisé une marche pacifique et relative. Une marche d'ailleurs très courue. Linda Dedi. Elles sont plus de 5000 personnes qui ont pris part à la manifestation pacifique du 19 octobre dernier organisée par le MCPE à Antananarivo. Dans les rangs, des représentants des diverses associations publiques, des personnes qui se soucient des conditions dans lesquelles elles vivent, de l'air et des conditions dans lesquelles vivront leurs enfants. En gros, les participants à cette marche se sont recrutés parmi les citoyens insatisfaits du fait que la capitale de l'île se soit essentiellement transformée en un grand dépotoir où des maladies dangereuses, à l'instar de la peste, se propagent et où le niveau de criminalité est élevé. Des arguments assez solides qui ont poussé les manifestants à exprimer leur ras-le-bol avec des bannières durant la marche qui est passée par la gare de Soarano, suivie d'un arrêt près de la mairie jusqu'au HCC. Lieu où a été remis une pétition portant plus de 7000 signatures des habitants de la capitale et qui fait également état de la nécessité d'étudier la faisabilité de dépenser les fonds alloués au budget pour l'amélioration de la ville, sans oublier le chapitre des revendications au rang desquelles figure la principale exigence, la démission de Lalao Ravalomanana du poste de maire de la ville. La raison, Madame le maire néglige ses fonctions, à en croire les dirigeants du mouvement public qui ont déclaré que si elle ne remplit pas ses fonctions, elle doit quitter son poste et céder la place à un dirigeant de la commune plus compétent. Selon les dirigeants du MCPE,
Lalao Ravalomana passe tout son temps de travail non pas à s'acquitter des fonctions de maire, mais à participer à la campagne électorale de son mari, l'ancien président de Madagascar, Marc Ravalomanana. Raison pour laquelle les dirigeants du mouvement, qui dit également lutter pour un gouvernement digne et la démocratie, ne peuvent rester à l'écart des problèmes qui minent la ville et sont prêts à agir de manière décisive et directe. Car le pouvoir dans la commune d'Antananarivo doit changer avec des gens professionnels et honnêtes qui devraient gérer la ville qui souffre déjà de plusieurs maux. Au Rwanda, le virus Ebola fait partie justement des dangers sanitaires qui menacent le pays. Et donc, pour être paré à toute éventualité, les autorités ont décidé de lancer une vaste campagne de prévention contre la maladie. C'est un reportage signé par Junior Ouafo. Le pays de Paul Kagame a mis sur pied de nombreuses stratégies pour prévenir le virus Ebola au Rwanda. Pour ce faire, les autorités ont procédé à l'installation des points de contrôle dans les postes aux frontières, la formation de lutte contre la maladie, des messages de sensibilisation dans les différents canaux de communication comme la télévision, la radio, les panneaux d'affichage et les journaux. De par sa proximité avec la République démocratique du Congo qui est frappée de plein fouet par l'épidémie, le Rwanda fait donc partie des pays menacés par la maladie. Car selon l'OMS, le virus pourrait se propager sur des dizaines de kilomètres. L'organisation exhorte tous les pays voisins du Congo à renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte en vue d'une détection précoce des potentiels cas pour une intervention rapide et efficace. La campagne du gouvernement s'inscrit donc dans cette démarche. Rappelons que l'épidémie qui touche le Congo actuellement est la 10e en 40 ans et on y dénombrerait environ 181 cas confirmés et 33 autres suspectés. Au Kenya, un ressortissant vietnamien a donc été arrêté ce 22 octobre 2018 à l'aéroport justement du Kenya. C'était justement, il était en possession illégale des produits, des trophées de chasse. C'est un reportage signé par Khalid Mama. L'aéroport du Libéria et celui de Bangkok. Les produits recensés lors de cette arrestation étaient ceux du lion et du phacochère. Suite à ce délit, le braconnier sera entendu mardi 23 octobre au tribunal kenyan. La première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, affirmait ce mois d'octobre le leadership et l'engagement de son pays à éradiquer le commerce illégal d'espèces sauvages à travers le monde. C'était lors de sa visite à Londres. À sa suite, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Jeremy Hunt, a annoncé que la Grande-Bretagne aiderait les pays du continent africain et asiatique dans l'ouverture des enquêtes et à saisir leurs avoirs. À présent, nous ouvrons la page étrangère dans ce bulletin d'information et c'est par la Russie que nous commençons, où un premier forum Russie-Afrique s'est donc tenu ce lundi 22 octobre 2018 à Moscou, en présence du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et de plusieurs responsables gouvernementaux africains. Ceci pour discuter de la coopération entre la Russie et l'Afrique, organisée donc par l'Afghan Business Initiative et le réseau mondial d'anciens diplômés africains des universités et grandes écoles russes et soviétiques. Le forum a duré une journée. Il avait pour thème central Russie-Afrique, le dialogue culturel, humanitaire, commercial et économique en tant que plateforme pour la construction d'une coopération stratégique dans l'agenda mondial moderne. Plus de 500 personnes ont donc participé à cet événement. Il s'agit d'invités en provenance d'une trentaine de pays africains, de ressortissants étrangers étudiants en Russie et des participants russes. Les participants étrangers ont donc eu la possibilité non seulement d'exprimer et de partager leur point de vue sur les perspectives de coopération entre les États et les régions, mais également de présenter leurs projets. Nous terminons par la Chine, où le plus grand pont au monde a donc été inauguré ce 22 octobre 2018. Le plus grand pont au monde va bientôt ouvrir ses portes. Un ouvrage long de quelques 54 km, un tunnel de 6,7 km, particulièrement impressionnant et véritable prouesse technologique. Le plus grand pont au monde va officiellement ouvrir ses portes à partir du 23 octobre prochain. Et cet ouvrage relie
les côtes est et ouest du delta de la rivière des Perles, située dans le sud de la Chine. En d'autres termes, les villes de Hong Kong et Macao relieront la ville de Zhuhai en Chine. Pour ce faire, il aura fallu 7 ans de travaux et surtout 420 000 tonnes d'acier, soit l'équivalent d'une bonne soixantaine de tours Eiffel, ainsi que 15 milliards d'euros. Ce projet complètement dingue permettra ainsi à ces 3 villes d'être accessibles en l'espace de 45 minutes seulement, contre pas moins de 3 heures aujourd'hui. Selon les premières prévisions, le pont devrait accueillir environ 40 000 voitures par jour, fluidifiant ainsi un trafic légèrement saturé. Né donc en 2010, ce produit s'inscrit dans les nouvelles routes de la soie voulues par le président chinois Xi Jinping et devrait permettre à cette région bien déjà développée de connaître un nouvel essor économique, les échanges étant facilités. Et voilà qui est mon thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Sur ce, mesdames, messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.